Je savais que quelque chose clochait. Je ne voyais juste pas encore quoi. Pas jusqu'à ce qu'il recommence à parler. Il m'a dit que les gens qui s'aiment se touchent parfois pour exprimer cet amour. Et là, j'ai commencé à être vraiment mal à l'aise. Ma mère et moi, on a beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je suis né dans le nord de l'État de New York. J'ai vécu un temps dans le Connecticut. Puis, après le divorce de mes parents, ma mère et moi sommes partis à San Diego vivre avec son petit ami, avant de finir par monter à Portland, dans l'Oregon, pour vivre chez mon oncle du côté de ma mère, quand j'avais 12 ans. On est resté là jusqu'à mes 18 ans. Et, à part un ou deux inconvénients, il y avait pas mal d'avantages à grandir à Portland. Mais quand je suis arrivé là-bas, je dirais que, pendant un an environ, j'ai détesté ça. Et c'était en grande partie à cause d'un seul homme. Quelques jours après notre installation, je faisais du vélo dans la rue, en aller-retour, quand j'ai vu un garçon de mon âge, à peu près, remonter la route. Il tenait un sac de course, et il avait l'air bien rempli. Sauf que ce qu'il y avait dedans bougeait. Quand je suis arrivé à sa hauteur, je me suis arrêté et je lui ai demandé ce qu'il avait dans le sac. Il a souri, s'est approché de moi, puis il a ouvert le sac pour me montrer un tas de poissons qu'il avait pêchés cet après-midi-là. Je n'avais jamais vraiment été familière avec la pêche ou la chasse, alors je trouvais ça dingue qu'un gamin se balade comme ça dans la rue avec un sac de poissons qu'il venait de sortir d'un étang. Mais pour lui, c'était la chose la plus banale du monde. Et ce qui m'a encore plus retourné le cerveau, c'est quand je lui ai demandé ce qu'il allait en faire et qu'il m'a répondu « Les manger, probablement ». J'ai pensé que c'était, rien que pour ça, le gamin le plus cool que j'ai jamais rencontré. Et il se trouvait qu'il habitait juste plus bas dans la rue. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre à pêcher. Il a dit « Ouais, bien sûr ». Quelques jours plus tard, on prenait déjà le chemin de son vieux coin de pêche habituel. Brett, mon nouveau pote, fabriquait ses cannes avec rien d'autre que des branches, plus des hameçons et du fil qu'il arrivait à piquer à son père. Je trouvais ça absolument incroyable. Un gamin de 14 ans qui attrapait ses propres poissons avec des cannes faites maison. À partir de là, je suis devenu obsédé. Et tout cet été-là, Brett et moi allions pêcher dès qu'on en avait l'occasion. Chaque poisson qu'on attrapait, on le rapportait chez sa mère, qui les faisait frire, puis les servait avec des beignets de maïs et de la salade de choux. On a vécu de très bons moments dans ce vieux coin de pêche. Mais au bout d'un moment, Brett m'a dit qu'il avait trouvé un endroit encore meilleur. Il fallait marcher plus longtemps que pour notre premier spot, mais Brett assurait que c'était un étang beaucoup plus grand, donc avec des poissons beaucoup plus gros. Alors on y est allé, un vendredi après-midi, pour le découvrir. Brett avait raison, c'était un bien meilleur étang. Le seul problème, c'est qu'on ne savait pas si on empiétait sur le territoire de quelqu'un. Les gens peuvent devenir franchement grognons si vous vous approchez trop de leur coin de pêche préféré, et carrément furieux si vous essayez de le leur voler. On savait donc que quelqu'un pouvait débarquer et nous reprocher d'être là. Et évidemment, ça n'a pas traîné. Quelques heures à peine, et quelqu'un est effectivement venu. On était assis au bord de l'étang quand on a entendu une voix gueuler « Hé, vous foutez quoi les gamins ?» Brett et moi, on s'est retournés d'un coup et on a vu un type d'une 50aine d'années, avec une tonsure, un gros ventre, un t-shirt noir et un short kaki.
On lui a dit qu'on pêchait, c'est tout. Il s'est mis à demander si on avait la permission, si nos parents savaient ce qu'on faisait. Bref, tout un tas de questions pour nous faire dégager. Brett a commencé à lui répondre, à lui demander si ce nouveau spot était sur son terrain. Le type a dit non, mais que ça devait bien être le terrain de quelqu'un, et qu'il appellerait les flics si on ne déguerpissait pas. J'allais proposer qu'on s'en aille, et qu'on revienne plus tard, quand on a entendu une autre voix, de l'autre côté, demander quel était le problème. Brett et moi, on s'est encore retournés, et on a vu un deuxième homme s'approcher de nous dans l'autre direction. Il avait l'air d'avoir à peu près le même âge que le rabat-joie, mais il était plus grand, plus mince, les cheveux bien coiffés, et il portait un cardigan, un peu comme Mr. Rogers, si Mr. Rogers portait des lunettes. Le type énervé expliquait qu'on n'avait pas le droit de pêcher là, surtout sans permis. Mais l'homme à lunettes a dit que c'était son terrain, et qu'on avait sa permission d'être là. Je me souviens qu'il a ajouté « Vous pouvez appeler la police si vous voulez, mais je doute qu'ils apprécient que vous leur fassiez perdre leur temps, pas vrai ?» Le type au gros ventre a eu l'air décontenancé une seconde, puis il est reparti en maugréant dans sa barbe que, de nos jours, les jeunes n'avaient plus aucun respect. Quand il a été assez loin pour ne plus nous entendre, on a remercié le sosie de Mr. Rogers de nous avoir défendus, et aussi de nous avoir autorisés à pêcher sur son terrain. Il a juste ricané et il a dit « Oh, ce n'est pas mon terrain, mais ce type-là, c'est une grosse andouille. » Il nous a expliqué que la limite de son terrain était à environ 1 kilomètre plus loin, mais qu'il aimait se promener par ici pour les animaux et la nature. Comme on était sur un terrain public, on aurait dû déguerpir si la police était vraiment venue. Mais M. Michaels, c'est comme ça qu'il s'était présenté, nous avait fait gagner un peu de temps avant qu'un autre casse-pied ne débarque. Évidemment, on l'a trouvé génial. Et il avait l'air très impressionné par les cannes bricolées de Brett. Après un bref échange, il a continué sa balade, et nous, on a continué à pêcher. Comme c'était devenu notre spot habituel, on est retourné à ce grand étang aussi souvent qu'on le pouvait, cet été-là. Et, de temps en temps, on croisait M. Michaels pendant ses promenades. Au début, il venait juste discuter un peu, demander si ça mordait, ce genre de choses. Puis, au bout d'un moment, il nous saluait, et revenait 20 à 30 minutes plus tard avec des pâtisseries de sa femme ou des canettes de soda bien fraîches, ce qu'il avait sous la main. Madame Michaels devait être une pâtissière incroyable, parce que tout ce qu'il apportait était toujours bon. Parfois, il s'arrêtait même pour manger avec nous, profiter du paysage et nous poser des questions. La plupart du temps, on parlait de tout et de rien. La pêche, le baseball, l'école. Puis un jour, M. Michaels nous a demandé si l'un de nous avait une petite amie. Moi, j'avais 12 ans, et Brett, presque 13. On avait bien eu 2 ou 3 béguins très innocents, mais des petites amies, non. M. Michaels nous a demandé s'il y avait des filles à l'école qui nous plaisaient. Et comme on en avait déjà discuté entre nous, Brett et moi, on a répondu « Non, pas vraiment ». M. Michaels a ri et nous a dit « Ne vous forcez pas. Le monde va vous dire comment vous devriez vouloir tout un tas de choses différentes. Mais la seule chose à écouter, c'est ce que votre cœur vous dit. » Assez sain, non ? Nous aussi, on trouvait ça sain. Pour nous, M. Michaels était l'une des personnes les plus cool qu'on ait jamais rencontrées. Et comme j'avais grandi sans figure paternelle stable dans ma vie, j'appréciais vraiment d'avoir quelqu'un comme ça dans les parages. Surtout quand Brett est parti rendre visite à des proches hors de l'état, et que je me suis retrouvé seul si je voulais aller pêcher. À ce moment-là, j'avais moi aussi ma canne maison, donc je n'avais plus besoin de demander à Brett de me prêter la sienne. Je descendais au coin de pêche quand je voulais, je déterrais quelques vers,
et je tentais d'attirer le plus gros poisson possible près des bas-fonds. La pêche était presque aussi amusante qu'avec Brett, mais j'avais peur d'être seul. J'étais toujours petit pour mon âge, et avec mon léger bégaiement, les gens qui ne me connaissaient pas bien avaient tendance à croire que j'étais soit beaucoup plus jeune, soit beaucoup plus bête que je ne l'étais. Ce qui faisait de moi une cible parfaite pour les harceleurs. Je ne pensais pas avoir à m'inquiéter de ça près de notre bon vieux coin de pêche. Je voyais surtout Monsieur Michaels en promenade, ou bien il passait nous donner des muffins. Et puis un jour, Monsieur Michaels est passé pendant que je pêchais, et il a commencé à agir bizarrement. Il posait parfois des questions sur nos vies, rien de méchant, mais ce jour-là, il a commencé à m'interroger sur ma famille. Je lui ai raconté tout, ou presque tout. Qu'on avait beaucoup bougé, que j'avais eu un père puis un beau-père, puis plus de père du tout. Il m'a demandé si j'aimais vivre chez mon oncle, et j'ai dit que c'était ainsi, et que ma mère allait sûrement nous refaire déménager bientôt. D'habitude, Monsieur Michaels avait toujours un conseil de la vie à donner, un truc pour remonter le moral ou voir le bon côté des choses. Mais quand j'ai dit que ma mère allait probablement encore nous faire bouger, il n'a rien dit. Absolument rien. Il s'est juste levé et il est parti sans même dire au revoir. Ce n'était pas du tout son genre. Sur le moment, je me suis demandé si j'avais dit quelque chose qui l'avait personnellement blessé. J'avais 12 ans, mais je n'étais pas idiot. Je savais que les adultes pouvaient se vexer pour des choses bizarres. Ou pas bizarres, mais des choses qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas m'expliquer. Je me suis dit que c'était ça ou qu'il s'était senti coupable d'avoir abordé un sujet sensible. J'avais remarqué que beaucoup d'adultes semblaient éprouver de la peine pour moi quand on parlait de famille. J'avais l'habitude depuis le divorce de mes parents, quand j'avais 6 ou 7 ans. Alors peut-être que Monsieur Michaels s'était senti mal d'un coup, qu'il avait eu la gorge serrée et qu'il était parti à cause de ça. Si je raconte tout ça, c'est parce que j'y ai beaucoup pensé. Et j'y ai beaucoup pensé parce que j'en avais le temps. Après son départ, je suis resté là à pêcher encore quelques heures avant de rentrer chez moi avec une pêche minable. Le lendemain, après le déjeuner, je suis retourné au coin de pêche. Au bout d'environ 1 heure, Monsieur Michaels est revenu. Il m'a salué chaleureusement en s'approchant. Je me suis dit que le malaise de la veille était oublié. Il n'en a pas parlé tout de suite. Il a fait comme si rien ne s'était passé, ce qui m'allait très bien parce que je n'avais pas envie d'en parler non plus. Il s'est assis à côté de moi et a demandé si ça mordait. On a bavardé quelques minutes de la pêche, du temps, de ce genre de trucs. Puis il a dit « Je voulais m'excuser d'être parti comme ça hier ». Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Il a expliqué que lui aussi avait grandi dans une famille instable. Ma situation lui rappelait trop la sienne, ce qui, comme je l'ai dit, correspondait à ce que j'avais déjà soupçonné. Puis, Monsieur Michaels a ajouté que la famille n'était pas toujours une question de sang, et que la meilleure chose dans le fait de grandir, c'était qu'à un certain point, on pouvait choisir sa propre famille. Je me suis dit que c'était sûrement la bonne parole, un peu poignante, qu'il aurait voulu me dire la veille, et j'ai apprécié ses dires, malgré tout. J'ai aussi apprécié quand il a dit que, si je le voulais, je pouvais le considérer comme un membre de cette famille choisie. Mais seulement si j'en avais vraiment envie. J'ai dit oui, je l'ai remercié, tout en me disant que c'était surtout une façon de parler. Il se sentait mal d'entendre un gamin avoir le même type d'enfance que lui, et il voulait juste me remonter le moral. Comme je l'ai dit, j'avais vécu ce genre de réaction presque toute ma vie. Alors je savais être poli, remercier les gens pour leurs paroles, mais ce n'était pas une scène de film où je fondais en larmes en disant « Oh mince alors, Monsieur Michaels, ça veut dire que vous allez être mon nouveau papa ?» À la place, je lui ai demandé s'il avait des enfants. Il a dit oui, 2 filles, mais elles étaient grandes et parties,
l'une en ville, l'autre à l'université. Je me suis dit que j'avais trouvé une autre raison pour laquelle il aimait autant Brett et moi. On était un peu les deux fils qu'il n'avait jamais eus. La fois suivante où je suis descendu au coin de pêche, c'était un samedi. Brett devait rentrer de chez ses proches le lundi, donc c'était ma dernière session de pêche en solo pour un moment. Et je savais presque à coup sûr que je verrais Monsieur Michaels, vu que c'était le week-end. J'étais là depuis 1 heure environ quand il est arrivé. Comme d'habitude, parler de tout et de rien. On a regardé le monde passer. Puis il s'est tourné vers moi et il m'a posé une question. Il a demandé si j'avais réfléchi à ce qu'il avait dit sur la famille choisie. J'ai répondu « Oui, un peu ». Il a ensuite demandé si l'idée qu'il soit une sorte de figure paternelle pour moi me plaisait. Et même si j'ai dit « Ouais, je suppose », ce n'était pas uniquement par politesse. J'aimais bien Monsieur Michaels, Brett aussi. Et même si cette histoire de famille choisie me paraissait un peu gnangnan, je pensais que ça partait d'une bonne intention. Alors je rentrais dans son jeu. Sauf que Monsieur Michaels s'est remis à agir étrangement. Il m'a dit que le lien familial s'accompagnait d'un certain type d'amour. Je suis resté assis là, à me demander où il voulait en venir. Puis il a ajouté qu'au cours des semaines précédentes, il avait développé des sentiments d'amour familial, et qu'il se demandait si ces sentiments étaient réciproques. Au début, il parlait de manière très soutenue, et j'imagine que c'était parce qu'il tournait autour du pot. Mais il a dû voir mon visage et se dire que si j'avais cet air-là, c'était parce que je ne comprenais pas. Parce que la seconde d'après, il m'a demandé, franchement, si je l'aimais. Il y a eu un petit silence, puis il a précisé qu'il parlait bien de cet amour familial. Je me souviens lui avoir répondu d'une voix réticente « Ouais, je suppose ». Mais il n'en avait pas fini. C'est là que je me suis dit que Monsieur Michaels était peut-être un de ces adultes qui me prenaient pour un gosse un peu attardé, à cause de sa façon de me parler. Il parlait comme à un enfant beaucoup plus jeune, ou comme à quelqu'un qui aurait un trouble de l'apprentissage. 12 ans, ce n'est pas 18, d'accord, mais je me disais quand même, pourquoi il me parle comme ça ? Je savais que quelque chose clochait. Je ne voyais juste pas encore quoi. Pas jusqu'à ce qu'il recommence à parler. Il m'a dit que les gens qui s'aiment se touchent parfois pour exprimer cet amour. Et là, j'ai commencé à être vraiment mal à l'aise. Monsieur Michaels s'est rapproché de moi et je me souviens de mon corps qui s'était tendu immédiatement. J'ai compris où il voulait en venir, ce qu'il essayait de faire, et j'ai eu l'impression que ma peau allait se décoller de mes os. Puis Monsieur Michaels a demandé, d'une voix un peu tremblante, s'il pouvait me toucher, comme manière d'exprimer son amour. À peine avait-il fini sa phrase que je me suis levé et je suis parti sans dire un mot. Exactement comme lui la veille. Je me souviens du chemin du retour jusqu'à la maison de mon oncle. Au risque d'avoir l'air dramatique, c'était un peu comme dans l'ouverture de « Il faut sauver le soldat Ryan », si vous connaissez. Vous vous souvenez du passage où Tom Hanks est assis sur la plage, en plein épisode traumatique, les oreilles qui bourdonnent et tout qui semble loin? C'est exactement ce que j'ai ressenti en marchant. J'étais engourdi, comme enfermé dans mes pensées, et tout le reste ressemblait à un bruit de fond. Je suis entré dans la cuisine par la porte arrière, qui restait déverrouillée la journée pour que je puisse entrer et sortir quand je voulais. Et je suis passé devant ma mère sans même la regarder, avant de monter directement dans la chambre d'amis. Ça lui a tout de suite mis la puce à l'oreille. Quelque chose n'allait pas. Elle m'a suivi, elle m'a posé quelques questions, et tout est sorti d'un coup, avec beaucoup de larmes. Je crois que l'une des pires choses, c'est que j'étais assez grand pour comprendre ce qui se passait. C'est une pensée horrible, mais certains enfants sont touchés si jeunes que ça devient une mémoire refoulée. Je ne suis pas psychologue, mais je sais que ça existe.
Moi, ce n'était pas le cas. Dès l'instant où M. Michaels a parlé de toucher, après m'avoir demandé si je l'aimais, ma première pensée a été « Oh bon Dieu, M. Michaels est un prédateur sexuel ». Je n'étais pas confus quant à ses intentions, même s'il essayait de coller un masque innocent sur quelque chose d'aussi immonde. Et honnêtement, ça m'a détruit. L'idée qu'un type aussi gentil en apparence, puisse avoir des intentions aussi répugnantes et qu'il puisse être aussi calculateur. Il nous avait patiemment, régulièrement, lentement préparés pendant presque 2 mois. Il avait gagné notre confiance, attendant le bon moment. Et quand il a appris que ma mère et moi avions beaucoup déménagé, et peut-être aussi parce qu'il pensait que j'étais un peu lent, M. Michaels s'est dit que j'étais la cible parfaite. Il avait tort, évidemment. Je suis parti avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais le simple fait qu'il m'ait envisagé comme une cible, ça m'a bouleversé et écœuré. C'était à la fin des années 70, et franchement, je ne sais pas quel genre de réaction ça provoquerait aujourd'hui. Mais après que j'ai tout raconté à ma mère, elle en a parlé à mon oncle. Et quand mon oncle a averti le shérif local, ils ont agi. Je ne sais pas exactement comment, parce que je ne crois pas qu'ils aient officiellement arrêté M. Michaels. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, on m'a dit que je n'avais plus à m'inquiéter de lui, et qu'il était parti vivre très, très loin. On nous a dit que c'était sûr de retourner au bon vieux coin de pêche, sans craindre de revoir M. Michaels arriver en cardigan avec un panier de gâteaux de sa femme. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai eu le cœur brisé. Brett a été aussi choqué que moi d'apprendre ce qu'était vraiment M. Michaels, et sa réaction a ressemblé à la mienne sur beaucoup de points. On était dévastés à l'idée de ne plus jamais le revoir, mais pas parce qu'on regrettait vraiment ce type. Plutôt parce qu'on a réalisé que M. Michaels n'avait jamais existé. Du moins, pas comme il se présentait. C'est difficile à expliquer, mais on savait qu'on allait regretter le M. Michaels qui nous avait défendus, qui nous apportait à manger, qui nous donnait des conseils. Sauf que la vérité brutale, c'est que cette version de M. Michaels était un mensonge. Un personnage inventé par un prédateur dangereux dont le but était de nous endormir dans une fausse impression de confiance et de sécurité. Et quand la vérité a éclaté, ça a changé pendant longtemps la façon dont je voyais les adultes. On pourrait appeler ça une perte d'innocence. L'été où Brett et moi avons compris que le monde était bien plus sombre qu'il n'en avait l'air. Bien des années plus tard, une fois adulte, j'ai entendu un évangéliste à la radio parler du diable. Comment il ment, comment il trompe, comment il vous fait croire qu'il est votre meilleur ami avant de se retourner et de montrer son vrai visage. Si c'est vrai, alors je pense que je l'ai rencontré. Et il s'appelait Monsieur Michaels. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.